peut-être, Madame Lachaud, je me tourne vers vous pour que nous puissions parler de votre quotidien. Est-ce que donc vous pouvez nous dire quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez, comment ça se passe, et est-ce que votre mari donc bénéficie de dispositifs qui bien sûr vont l'aider lui et qui vont aussi vous permettre de souffler? Alors tout d'abord, je voudrais commencer à remercier vivement, parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire après, l'association France Alzheimer et tous les chercheurs et ceux qui gravitent autour d'eux pour essayer de trouver des solutions et qui nous aident beaucoup. Merci. Le quotidien, vous êtes peut-être que nombreux à le connaître. Ce qui est dans cette maladie, ce qui est spécifique, c'est qu'elle est sournoise. On ne la voit pas forcément arriver. Alors quand vous vivez, alors c'est mon conjoint, il a été diagnostiqué il y a 5 ans. Quand vous avez quelqu'un qui était moteur en tout, qui participait, enfin, qui dans sa vie citoyenne, dans sa vie militante, auprès des élèves étudiants, etc. Et puis, petit à petit, plus rien. Il n'y a plus de raisonnement, ça évolue depuis 5 ans. Il a eu la chance d'être bien diagnostiqué au CHU d'Orléans, où il y avait aussi le matériel, d'abord qui est proche de chez nous. Donc ça, c'est aussi une difficulté de la ruralité, mais pas nous on habite à côté. Qui avait les appareils aussi, les PET scans, etc., de dernier cri, qui ont hospitalisé pendant 1 semaine pour bien diagnostiquer la maladie. Donc on a pu voir le début, et puis la vie quotidienne, eh bien, on s'adapte à l'évolution de la maladie, avec des surprises, puisque c'est par étapes, enfin pour ce qui nous concerne. Alors, vous avez quelqu'un qui... Bon, vous faites... Tout d'abord, on ne la voit pas venir, cette maladie, on ne la comprend pas. Donc, au niveau du couple, nous, on avait l'habitude d'avoir une vraie... des tâches vraiment partagées, égalité dans le couple. Là, ça commence à plus aller, quoi. Il y a une ampoule qui grillait, c'est un exemple tout bête. Ah, l'ampoule est grillée. Bon, on attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, il ne change pas l'ampoule. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis après, quand la maladie est diagnostiquée, quand aussi Alzheimer avait, avec le CHU, organisé des rencontres pour comprendre la maladie, comprendre comment la personne fonctionne, ça apaise déjà un petit peu. Mais le quotidien, c'est changer complètement ses habitudes. C'est vivre avec une autre personne. Quelquefois, on assimile ça, j'avais mal au début, à son père. J'aurais plus trouvé normal que ce soit mon père. Mais là, c'est mon époux. Alors, le quotidien, ça a commencé. Bon, il faisait les courses tout seul. Il les fait plus, c'est pas possible. Il rapporte un tas de choses dont on n'a pas besoin. Après, on le fait avec lui. Lui, alors on prétexte, parce qu'il faut à chaque fois retirer l'anxiété, parce qu'ils ont tout à fait conscience de la maladie et de l'évolution qu'elle peut avoir. Donc, il va aller dans les rayons qui sont lourds. Bon, il va prendre, mais je vous cite du quotidien, quoi. Il va se prendre une grosse tarte aux pommes, il oublie, il va chercher l'eau, et il en revient avec une autre. Donc à la maison, je ne vous dis pas le nombre de boîtes de sardines qu'on a pu avoir, de confitures, c'est ça le quotidien. Et puis, après, on y va tout seul. On fait des drives, et puis maintenant, pour pas qu'ils soient en difficulté, parce qu'ils s'en rendent compte, je fais livrer. C'est un peu bête, donc je ne fréquente plus les magasins. Et, voilà. Et puis, les aides. Alors, on commence par des aides, du petit bricolage à la maison. Toujours pour pas qu'ils se sentent en difficulté, c'est ça. Donc, vous avez, je sais pas moi, sel, dentifrice, tout est marqué chez nous. Il y a des étiquettes partout. Et puis, ça ne suffit pas. Alors, il y a les produits essentiels, ce qui se sert. Alors, il cherche tout le temps des Kleenex, des choses comme ça, où il peut les trouver. Puis, il y a le planning mensuel. Puis, ça ne suffit plus. Alors, il existe, je ne peux pas faire de publicité dessus, mais par hasard, on a connu un appareil qui commence par L. Je ne sais pas si je peux le nommer, c'est l'inote. Allez, hop, c'est fait.
Et là, c'est bien parce qu'il ne peut plus téléphoner. Donc c'est un appareil qui lui permet de rappeler et éventuellement de sonner, ouvrir le portail, vider la vaisselle, enfin les choses banales qui lui permettent de faire encore quelque chose et non pas être assis. Donc ça c'est bien, je vais utiliser tout à l'heure. Et puis alors après on bricole, on adapte la maison, eh bien moi j'ai choisi tout le connecté. Les radiateurs à la maison sont connectés, c'est-à-dire que si nous, les dents, on est malade, les enfants habitent loin, on peut piloter les radiateurs. J'ai des vidéos extérieures, non pas pour les voleurs, il y en a comme partout, mais qui me permettent de voir, là tout à l'heure sur mon portable, je peux voir un petit peu ce qu'il a fait dans le jardin. Et un portier, c'est les dernières acquisitions, qui me permet de voir qui a sonné à la maison, qui vient et à qui il a pu ouvrir. Puisqu'on n'a pas, j'ai pas fait le... Voilà, c'est ça. Donc il faut déjà comprendre et puis veiller à la sécurité, à la sienne et puis à la nôtre. Parce que tout tourne autour de la personne. Moi, avant de venir, donc je viens d'Orléans, j'ai caché les clés de la voiture parce que c'est très difficile pour eux de plus pouvoir conduire. Ils se sentent capables de conduire, il vaut mieux pas qu'ils conduisent. J'ai fermé le gaz, l'arrivée du gaz, voilà, des habitudes qu'on a comme ça, ce qui permet que on s'oublie, quoi, ça c'est vrai. Voilà. Alors, au niveau de l'hôpital, au niveau du service de neurologie, ils envoient vers l'assistance de l'hôpital. Donc, j'y suis allée, qui gentiment, toutes les personnes qu'on a reçues de l'extérieur, nous anticipent la maladie et nous préviennent avant de à quoi il faut penser. On n'accepte pas bien l'idée qu'un jour il y aura un placement, qu'il y aura ci, il y aura ça. Ça passe pas. C'est difficile, mais on est obligé maintenant à un stade de dire que ça va arriver, quoi. Je compte pas les clés perdues, tout ce qu'il faut faire. On renonce aussi. On renonce à des sorties parce qu'il est complètement déstabilisé quand on doit sortir. Même si c'est pour aller chez des copains, même si c'est pour aller chez les enfants, non, il va vider le coffre de la voiture, il va avoir peur d'oublier quelque chose, il va retirer sa sacoche, il va la vider, la remettre. Donc moi je cache avant de partir la sacoche, on remplit la voiture. Si bien qu'une fois, les clés, elles sont restées, on était à la porte de la maison où on allait. Voilà. Et puis, il n'y a plus d'activité de loisirs. On allait au cinéma, on faisait un saut à Paris pour aller voir des musées, on rencontrait des copains. Il est complètement déstabilisé dès qu'on doit quitter le lieu repère de la maison. Et quand un jour il a vu aussi qu'il oubliait le nom de ses petits-enfants, alors là, ça l'a complètement mis à plat. Il était incapable de dire. Et quand les aides extérieures sont venues à la maison, puisqu'on en a eu quand même pas mal, qui sont là pour aider, comment vous allez? Oh, moi je vais très bien. À part, moi j'ai bien des petits problèmes de mémoire, mais je vais bien. Alors les aides extérieures, elles ont été conseillées, la neurologue a bien fait son travail aussi, l'équipe Alzheimer aussi. On nous a conseillé, mais comme disait madame est très bien intervenue, et puis il y a une superposition des choses, on ne s'y retrouve pas. Alors l'APA, vous devriez demander l'APA. Je sais très bien qu'avec 2 retraites d'enseignants, on n'avait rien, quoi. Or, elles ont insisté, je l'ai fait pour une bonne raison, c'est que, alors dans le questionnaire de l'APA, si vous restez honnête, vous cochez rien. Est-ce qu'il s'habille tout seul? Oui, mon mari s'habille tout seul. Mais si je lui prépare pas les affaires, il peut rester avec 8 jours, 10 jours les mêmes vêtements, ça ne le gêne pas du tout. Donc, j'ai été honnête, j'ai rempli le questionnaire. Ce que je voulais surtout, c'était avoir une carte de stationnement handicapé. C'est tout bête.
parce que c'est pas lui qui est handicapé physiquement, mais étant donné qu'il a aussi d'autres pathologies, de l'emmener partout comme ça, et c'est moi qui marche plus difficilement, moi j'avais cette carte. Donc c'est idiot, lui il marche, et moi bien, c'est lui qui a la carte, c'est très bien. Et la carte aussi, alors je ne me rappelle plus de son nom, qui permet de reconnaître qu'il doit être accompagné partout, en particulier dans les trains. Et alors, bon, l'APA, finalement, ça ne nous a pas apporté grand-chose au niveau financier. Moi, j'ai découvert tout à l'heure la PCH. Pourtant, j'essaye d'être au courant, mais ben, je ne connaissais pas. Je ne connais pas le dispositif. On a un petit peu tout épuisé. Parce qu'il faut penser, c'est ça, madame, on oublie la personne. Les aidants, oui, c'est une chose, mais la personne, c'est aussi un petit peu retirer l'anxiété et avoir des activités cognitives. Donc, il bénéficie, entre guillemets, de 15 séances de l'équipe mobile Alzheimer. 15 séances, c'est pas beaucoup. L'orthophoniste, effectivement, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas. Il y a l'orthophoniste une fois par semaine, quand elle n'est pas en congé, et nous, on a la chance d'en avoir une. Qu'est-ce qu'on a après? Alors oui, l'aide ménagère. Ça, je l'avais prise à partir du moment où j'ai vu qu'on partageait plus les tâches. C'est l'aide ménagère. Quelqu'un qui entretient le jardin aussi, une association qui entretient le jardin. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. D'abord, tout le monde n'est pas près d'un centre, d'un équipement hospitalier, même si on irait 2 ans sans médecin traitant ou si c'est un département en déficit de personnel de santé. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas, même avec l'APA. Faites installer des vidéos, des caméras, des appareils connectés. Même si on participe pour lui, il ne peut pas le faire. C'est impossible. Le reste à charge est trop important. Alors, après, dans les dossiers, il y avait l'APA. C'est peut-être un peu tôt pour les dossiers. Dans les aides, qu'est-ce que j'avais? L'équipe mobile. Alors effectivement, il y a eu différentes aides, mais est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu de vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous réussissez? Voilà. On pourrait résumer... Mettez bien le micro, s'il vous plaît. Épuisement et renoncement, mais renoncement au pluriel. Mettez le micro. Pardon, oui. Oui, on pourrait résumer épuisement et renoncement en mettant un S à renoncement. Parce qu'on ne sort plus, on ne peut plus faire comme on faisait avant, ce qu'on aimait faire. Voilà. Alors, oui, je voulais quand même parler en particulier des dispositifs. Vous avez l'hébergement temporaire. Notre crainte à nous aidants, je fais attention, je ne monte plus sur un escabeau, de ne pas tomber, de se dire je vais être malade, etc. Dans les Loirais, vous pouvez éventuellement avoir 4 places. Alors, l'APA, c'était déjà le parcours du combattant. Premier dossier, refusé, évidemment. Moi, j'ai été honnête, j'ai répondu correctement. J'ai insisté. J'en ai refait un autre, autrement. Et alors, déjà, il faut avoir quelqu'un au téléphone. Après, la collègue qui s'en occupe n'est pas là. Si, ça. Et le document que j'ai reçu, il est très difficile à comprendre. Enfin, j'essaie, nous avons 16 € par mois. Voilà, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que ça venait de l'APA. Je ne savais même pas que c'était ça. Il n'y a pas d'explication, on ne voit personne, on n'a pas d'interlocuteur. Le placement en l'hébergement. En accueil de jour? L'accueil... non, alors il y a l'accueil de jour, ça c'est autre chose, qui est organisé par les équipes bénévoles et les équipes d'Alzheimer du Loiret. Donc... ce n'est pas pris en charge non plus. Il l'a fait, le personnel est formidable, mais mon mari, au bout d'un moment, ça lui a pour amener une source d'anxiété supplémentaire parce qu'il se trouvait avec des personnes plus atteintes que lui, en particulier qui avaient des problèmes, c'était peut-être d'autres maladies cognitives aussi. Donc, qui ne parlaient pas, qui n'échangeaient pas, donc il n'y avait pas de lien social. Donc, on a abandonné, on a laissé en accord avec l'équipe. Voilà.
L'hébergement temporaire, là, cette fois, 17 pages. Et encore, elles ne sont pas complètes parce que il manque les 3 pages. La neurologue va être très contente la semaine prochaine, elle a 3 pages à remplir. Voilà. Et à chaque fois, on remplit les mêmes choses. La carte d'identité, les ressources, tatati, tatata. Est-ce qu'on ne peut pas quelque part avoir quelque chose dont tout le monde se sert? Comment les pharmaciens peuvent avoir accès à ce qu'on achète, un médecin, si on donne l'autorisation, bien sûr. Voilà. 4 places. Et puis là, on m'apprend, alors personnel et pas tant, qu'il y a un dispositif qui vient d'arriver. Ah, alors je l'ai oublié son nom, de toute façon c'est pas grave parce qu'il ne porte pas le même nom selon les départements. C'est un dispositif, on a l'impression qu'il y a un ministre, comme ils sont un petit peu de passage quand même, il faut bien le dire, ou un délégué, il veut laisser son empreinte. Donc, il veut faire des choses bien, les députés aussi, quand on entend, ils ont la volonté. Mais on oublie ce qui existe déjà sur le terrain. C'est-à-dire que là, eux, alors c'est piloté par l'ARS et le CHU. Mais ils marchent sur les pieds de l'équipe Alzheimer, de l'équipe mobile, qui intervient 15 séances. Eux, ils peuvent intervenir plus longtemps. Et ils ont du personnel qualifié. Ils vont avoir un ergothérapeute, une diététicienne, du personnel médical. Ben, c'est bien, c'est très bien pour eux. Si bien que moi j'en ai profité. Mon mari n'a pas besoin du tout de diététicienne, puisque pour qu'il mange correctement, que ce soit équilibré, on fait appel au reportage des repas. Mais alors moi je mange n'importe quoi, hein. Je pars dans le frigo et c'est tout. Et j'avais besoin de voir une diététicienne. Ah mais c'est pour toutes les personnes âgées. Eh ben j'ai une diététicienne qui va venir à domicile pour me conseiller. Eh ben, au moins une bonne nouvelle. Au moins j'ai ça. Très bien. Voilà. Merci. Alors, oui, notre santé, non. Ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous avez beaucoup parlé de votre mari, mais clairement vous dites, voilà, vous passez après lui et votre santé, vous ne vous en préoccupez pas beaucoup. Rachel Petitpré, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice de Baluchon France. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le baluchon, même si je pense, voilà, vous êtes devant un public qui connaît bien et qui apprécie le dispositif. Mais voilà, est-ce qu'il est accessible à tous et partout? Alors, le principe du baluchonnage, c'est de proposer du répit pour l'aidant, s'il le veut bien, pour venir compléter les solutions de répit qui existent déjà, qui sont peut-être insuffisantes, mais qui ont le mérite d'exister de plus en plus. Il existe, on a cité l'hébergement temporaire, donc la possibilité que l'aidé s'en aille de la maison pour que l'aidant se repose chez lui. Nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'on va avoir un baluchonneur qui va venir à la maison rester, soigner, accompagner la personne malade pour permettre à l'aidant d'aller se reposer à l'extérieur. C'est une solution innovante qui n'existe pas encore beaucoup en France, mais qui existe depuis longtemps au Québec et qui doit être utilisée justement pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer à un stade avancé, quand les vacances ensemble, par exemple, ne sont plus possibles. Les séjours de répit de France Alzheimer doivent durer le plus longtemps possible, en binôme, aidant-aidé, mais le baluchonnage va intervenir quand ce genre de vacances-là ensemble ne sera plus possible et que finalement, quelquefois, l'aidant a besoin de se reposer sans son proche aidé, parce que ce serait ça qui le repose, et aussi peut-être que l'aidé se repose de son aidant, fatigué, stressé, épuisé. Donc pourquoi c'est innovant? Parce que dans notre solution, le baluchonneur a le droit de travailler 24 heures sur 24, 144 heures consécutives. Donc si on compare à un mois de travail à temps plein, c'est 151 heures. Ben là, notre baluchonneur, lui, il fait 144 heures en 6 jours, donc il a quasiment fait son mois de travail en 6 jours. Je vous l'ai dit, il travaille 24-24, il se lève la nuit autant de fois que nécessaire, et il dort quand même, on s'en assure, mais il est payé pour dormir parce qu'il est disponible et il va, je vous le disais, se lever autant de fois que nécessaire. Il va être surtout en vigilance pour accompagner. Et
l'avantage évidemment de cette solution, vous le comprenez, c'est qu'on perturbe le moins possible le proche aidé, puisque c'est la même personne qui va l'accompagner jour et nuit et qui va, comme disent les Québécois, chausser les souliers de l'aidant. Le baluchonneur, il va faire ce que fait l'aidant d'habitude, donc ce que vous faites d'habitude, mais ne va pas remplacer les aides habituelles. Donc si monsieur a l'habitude de son aide à domicile tous les matins pour une aide à la toilette, cette aide à la toilette va être maintenue parce que c'est la personne qui s'est le mieux accompagnée et monsieur a l'habitude de cet accompagnement-là. En revanche, presque tout ce que fait l'aidant, le baluchonneur va le faire. Parce qu'évidemment, il y a des situations où l'aidant, il est allé très loin dans l'accompagnement du proche. Je me souviens d'un monsieur qui porter sa femme devenue légère dans la maison pour les transferts, ça on ne peut pas le demander à un baluchonneur, il ne portera pas la dame, donc on met en place d'autres solutions. Mais on a ce baluchonneur qui est dévoué 24/24 et que nous, bien sûr, on s'occupe de rémunérer, d'accompagner et de former. Et puis la contrainte, c'est quand même que l'aidant, il doit aller ailleurs, lui. Donc ça ne convient pas aux personnes qui veulent se reposer chez elles. Et comment les présidents départementaux peuvent-ils s'emparer de ce dispositif que vous avez parfaitement résumé ? Alors le dispositif, il existe depuis 6 ans en France. Il était expérimental jusqu'à tout récemment. Et donc nous, Baluchon France, nous étions contraints par la sélection qui avait été faite par la DGCS. Donc il y avait peu de porteurs en France pour expérimenter cette dérogation au droit du travail. Parce que la grande crainte il y a 6 ans en France, c'était de dire est-ce qu'on fait du tort aux salariés en les faisant travailler 24 heures sur 24. Si vous me posez la question, je répondrai tout à l'heure. Au bout du compte, aujourd'hui, Baluchon France, qui est une tête de réseau, un organisme de formation, on accompagne 17 services qui couvrent à peu près 25 départements en France. Donc, j'ai eu la chance de croiser quelques présidents de départements lotis en baluchonnage. Depuis peu, la loi TND a pérennisé le baluchonnage, la possibilité de déroger au droit du travail pour le répit des aidants en France, c'est ici du mois de novembre 2024. Donc progressivement en 2025, il y aura des nouveaux services de baluchonnage en France. On attend les décrets. Et pour que vous en ayez dans vos départements, l'idéal, c'est que vous en parliez, que vous alliez faire connaître cette solution parce que c'est probablement par et pour les malades Alzheimer prioritairement que doit se mettre en place le baluchonnage. Au Québec, il existe, je vous le disais, depuis 25 ans. Il a été mis en œuvre pour les malades Alzheimer, pour qui l'hébergement temporaire avait été un fiasco. C'est comme ça qu'ils ont inventé. C'est une infirmière qui a dit, si ça a été un fiasco, si moi je viens chez vous, est-ce que vous m'accepteriez ? Est-ce que vous accepteriez d'aller vous reposer ? Et aujourd'hui, au Québec, c'est encore très majoritairement les malades Alzheimer qui bénéficient de l'accompagnement. Et pour aborder tout de suite un sujet qui va être abordé, l'aspect financier, le baluchonnage, ça coûte cher puisque le baluchonneur est rémunéré 24 heures sur 24. Et au Québec, le ministère de la Santé finance plus de 80% du coût du baluchonnage à hauteur de 14 jours par an pour tous les aidants de malades Alzheimer et maladies apparentées. Donc ça donne de l'espoir. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On est encore à la phase embryonnaire du sujet en France, mais on avance. J'ai entendu parler de petits pas. Nous, on franchit des petits pas. On a la loi qui pérennise. C'était pas gagné il y a 6 ans. On a les décrets qui vont arriver en 2025. Et n'hésitez pas à vous tourner vers l'association Baluchon France si vous souhaitez mobiliser comme ça sur votre territoire ce qu'on pourrait appeler facilement un comité de pilotage, où vous pourriez un petit peu pousser la solution pour que des partenaires sur votre territoire s'en saisissent. C'est probablement des établissements d'hébergement ou des services d'aide à domicile ou même des SIAD et je ne sais quel autre acronyme, parce qu'il y en a qui m'échappent aussi, qui pourraient être porteurs de la dérogation au droit du travail. Et probablement que s'il y a l'association France Alzheimer qui revendique la mise en place de cette solution, ça va aider aussi le déploiement et la connaissance, parce que les conseils départementaux et les ARS, demain, vont devoir s'en occuper. Très bien. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette pérennisation pour 2025. Merci beaucoup, Rachel Petitpré. Oui, on peut applaudir parce que c'est une belle avancée.
Donc, je vous propose de découvrir maintenant à travers une courte présentation vidéo, donc ce que France Alzheimer développe, donc à travers les groupes psychosociaux éducatifs. Et donc, c'est une présentation qui nous est proposée par Ophélie Gesbert, qui travaille main dans la main, j'ai envie de dire, avec Jean Saunier. Donc, si on peut la lancer en régie, n'hésitez pas donc à la compléter pour ceux qui connaissent déjà la démarche, et après, nous prendrons bien sûr vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de participer d'une certaine manière à ces 18e rencontres France Alzheimer. En effet, à défaut d'être présente parmi vous, nous vous avons présenté une rapide présentation vidéo des ateliers de prévention de l'épuisement que nous mettons en place depuis quelque temps avec France Alzheimer et que vous allez retrouver sous le terme groupe psychosociaux éducatifs. Alors, pour vous donner un petit peu d'éléments historiques sur l'apparition de ces ateliers et la création de ces ateliers, eh bien, nous allons nous présenter plus amplement. Donc, nous sommes Ophélie et Sarah, deux psychologues qui intervenons du coup sur l'association France Alzheimer Manche depuis de nombreuses années. Et au cours de nos actions France Alzheimer, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Lorraine Brissette et Michel Arcan, qui sont deux auteurs d'une approche de prévention de l'épuisement, l'approche APERA, signifiant du coup approche préventive de l'épuisement en relation d'aide. Cette rencontre nous a permis de participer à plusieurs formations avec les auteurs et même d'être supervisés par elles, notamment dans le cadre de l'application de leurs outils lors de nos entretiens individuels avec des aidants. En parallèle, on a pu constater un essoufflement des groupes de parole que nous proposions, un essoufflement qui était lié au nombre de participants, mais un essoufflement qui était lié aussi à la redite émotionnelle dont nous étions témoins en fait lors des groupes, donc c'est-à-dire des aidants qui pouvaient ressasser des événements douloureux. Et donc ces événements, nous avions parfois peine à les aider à résoudre les émotions qui étaient liées, à démêler ces émotions ou à démêler le sentiment de culpabilité qui revient très souvent chez les aidants et qui revenait très souvent dans le discours des aidants que nous accompagnons en groupe de parole. Et donc, on s'est beaucoup questionné sur les outils Arcan-Brissette que nous utilisions en individuel et nous avons décidé, donc accompagné des auteurs, d'utiliser cette approche sous forme plutôt d'atelier pour remplacer les groupes de parole que nous animons. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir le soutien du président de l'association France Alzheimer Manche, Jean Saunier, qui a été président de longues années, et qui nous a soutenus et qui a souhaité que nous testions ces ateliers sur plusieurs antennes de l'association de la Manche. Nous avons aussi reçu le soutien de France Alzheimer Ille-et-Vilaine qui a accepté que nous puissions proposer aussi nos ateliers au sein de leur association. Depuis 2020, du coup, nous avons pu faire un déploiement progressif avec aujourd'hui de plus en plus de groupes de déployés au sein de l'association, mais d'ailleurs bien au-delà également. Donc de 2020 à 2023, on a pu compter 9 groupes animés sur l'association France Alzheimer Manche et également Ille-et-Vilaine. Et ces 9 groupes se sont déroulés en présentiel. Mais évidemment, quand nous avons commencé, c'était en 2020, donc le Covid est passé par là et donc nous avons dû adapter la formule et tenter d'adapter ces ateliers en présentiel, en visio, ce qui rendait certains exercices assez compliqués puisque, comme vous allez le voir plus ultérieurement, nous travaillons les ateliers avec beaucoup de mouvements, beaucoup de participation des aidants. Donc en visio, on a dû trouver d'autres solutions. Alors pour autant, dans les témoignages que vous verrez, il y a eu un impact considérable de ces ateliers, même sous ce format visio.
Depuis 2021, comme je le disais tout à l'heure, nous éprouvons nos ateliers auprès d'autres populations, auprès d'autres associations, d'aidants, mais aussi de parents. Et nous l'éprouvons également de plus en plus aujourd'hui auprès de professionnels confrontés à un épuisement, mais aussi pour d'autres objectifs poursuivis par l'établissement, que ce soit de la cohésion d'équipe ou le travail collaboratif. Ces ateliers aujourd'hui sont, vous allez les retrouver sous le terme de groupes psychosociaux-éducatifs, et donc ils ont obtenu un financement de la part de la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc aujourd'hui, au même titre que la formation des aidants, ces groupes psychosociaux-éducatifs sont financés par la CNSA. Pour bien différencier les groupes de parole et la formation des aidants, il est important de pouvoir souligner le format plutôt atelier, comme je vous l'indique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque séance a été construite de manière à proposer des exercices participatifs et 100% participatifs, mettant en mouvement les aidants et travaillant aussi sur la notion d'impact, puisque, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, ces ateliers sont basés en premier lieu sur l'approche Archambault, l'approche APERA, mais ces ateliers se basent aussi sur un certain nombre de techniques d'intervention qui sont orientées solutions, qui sont aussi de l'ordre de l'impact ou de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'indications sur ces techniques d'intervention d'impact, l'idée est de pouvoir transmettre aux aidants un concept, mais de façon très illustrée, de façon très concrète, en leur permettant de manipuler et d'expérimenter les outils qu'on leur propose. Donc chaque thématique que vous allez voir juste après ont été travaillées, sont proposées avec des outils que les aidants peuvent retrouver dans leur quotidien, mais des outils en plus qu'ils peuvent vraiment expérimenter. L'idée est de solliciter plusieurs sens pour pouvoir favoriser la mémorisation déjà, mais aussi, et la compréhension permettant la mémorisation, mais aussi permettant le transfert de ces outils dans la vie quotidienne. Plus l'aidant va venir expérimenter, plus l'aidant va utiliser un outil de façon multisensorielle, plus ça va créer un impact majeur chez lui et il sera en mesure de pouvoir le transférer au quotidien pour pouvoir trouver des solutions pour prendre soin de lui. L'objectif principal de ces ateliers et de ces groupes psychosociaux-éducatifs est donc de permettre aux aidants de comprendre leur dynamique qui peuvent les conduire à l'épuisement. Et en comprenant cette dynamique, ils vont pouvoir agir dessus et prendre soin d'eux. Cette action, elle est déployée depuis le début d'année dans vos associations départementales grâce à la formation des psychologues qui a débuté depuis début 2024, mais aussi grâce à la sensibilisation des bénévoles binômes. Donc, vos associations sont peut-être déjà pourvues d'un binôme formé qui, va pouvoir dispenser ces groupes psychosociaux-éducatifs auprès des aidants. Voilà donc pour cette courte présentation. Alors à l'origine elle est très très longue, elle fait 25 minutes, donc si vous souhaitez que nous vous l'adressions, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a pu être exprimé, à la fois par Jacqueline Lachaud, Rachel Petitpré ou également... Oui, une question, Monsieur Despès, et une question également ici. Monsieur Despès, on vous écoute. Oui, Léraud. Donc nous avons depuis plusieurs années l'expérimentation du relayage avec des associations qui ont été homologuées expérimentaux. Est-ce qu'ils vont devenir des associations qui vont passer au baluchonnage ou est-ce que ça va persister? Merci pour cette question, Rachel Petitpré. Il y a une question de monsieur aussi également.
je ne peux pas lire l'avenir. Je peux vous dire ce que je souhaite, c'est que nous, on a un cahier des charges qui est issu du cahier des charges du baluchonnage québécois, qui est plus exigeant que le cahier des charges du gouvernement dans l'expérimentation. Donc, tant qu'on a cet écart, j'aurais tendance à dire, aux côtés notamment de France Alzheimer, qu'il faut exiger un cahier des charges plus exigeant, pas pour le principe. C'est pour assurer la qualité de l'accompagnement des proches aidés et des aidants et la sécurité des travailleurs, des salariés. Notre cahier des charges, il est exigeant pour ces deux raisons-là. Donc, dans l'Hérault, je les connais, mais je les connais mal. Je ne sais pas s'ils font du bon travail, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette expérimentation, il y avait 39 services sélectionnés au départ. Il y en a une dizaine qui ont abandonné tout de suite parce qu'il n'y avait pas de financement. Ils ont dit, s'il n'y a pas de financement, on ne va pas se donner de mal. Il y en a toute une partie qui ont expérimenté le relayage. Donc le relayage, c'est le terme national retenu dans l'expérimentation, ou suppléance de l'aidant. L'Hérault fait partie de ceux qui ont expérimenté le relayage avec le cahier des charges national. Et puis il y a ceux qui se sont tournés vers Baluchon France en disant « Ok, pour ce cahier des charges exigeant, si vous nous accompagnez, on va y arriver. » Et puis on y est arrivé. Mais l'Hérault ne fait pas partie des adhérents à Baluchon France. Merci. Alors, une question. Alors moi j'ai une question très concrète. Combien coûte 6 jours de baluchonnage? 750 € par 24 heures. Voilà ma réponse. C'est très bien de la... Alors je poursuis, j'ai bénéficié moi de 72 heures de baluchonnage. Ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. En revanche, je n'aurais pas eu une aide, je n'aurais pas pu le financer. Personne. Quasi personne. J'avais aussi en tête, étant aidante, combien finalement je fais économiser en étant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 auprès de mon mari. Et voilà, je mets juste en concurrence ces deux. En réflexion. Et en réflexion, oui, pardon. Non, mais tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. On ne peut pas éluder la question du financement. Et elle est intimement liée à la question de la qualité. On peut faire moins cher. Je peux vous le raconter tout de suite. On peut faire moins cher. Il y a plein de solutions, mais on fera moins bien. Et pour vos malades, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc 750 € par 24 heures, c'est le coût moyen constaté chez les services adhérents à Baluchon France. Ça peut monter à 900 € par 24 heures si on emploie en CDD plutôt qu'en CDI. Demain, le gouvernement, visiblement, n'envisage pas d'améliorer les choses pour employer en CDI. Enfin bref, des détails, mais voyez ce qui se joue dans les décrets. On peut encore baisser un petit peu le coût parce qu'il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites quand on aura des personnes de plus en plus expérimentées. En revanche, on sait tous qu'on ne peut pas payer 750 € par 24 heures pour l'accompagnement de nos proches. Donc nous, on travaille depuis 6 ans. Je ne vous cache pas que la priorité, c'était d'abord de faire passer cette dérogation au droit du travail dans le droit légal. Évidemment que maintenant, notre prochain combat, c'est les financements. Et on vise un reste à charge compris entre 75 et 100 € par 24 heures pour les familles, avec une réduction d'impôt de 50% sur ce 75 à 100 €, ce qui est un peu l'équivalent du reste à charge pour l'hébergement temporaire. Voilà notre objectif. La semaine prochaine, j'ai encore une réunion avec l'Agir Carco. On a un soutien important d'AG2R La Mondiale. On espère avoir le soutien d'autres caisses de retraite. Je sais qu'il y a la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et des représentants de la gendarmerie qui sont là aujourd'hui. Eux aussi réfléchissent et s'engagent. On est tout nouveau, il faut qu'on fasse nos preuves et on va obtenir des financements. Et je vous donne rendez-vous peut-être dans 1 an ou 2, mais on devrait pouvoir aligner des financements privés, des financements publics pour faire en sorte que votre reste à charge soit autour de ce que je vous ai situé comme objectif. Merci beaucoup. Monsieur, on vous écoute. Oui, Jean-Luc Cécile, président de France Alzheimer 89 de Lyon. J'ai été aidant pendant presque 15 ans de ma femme qui a été diagnostiquée initialement de la maladie de Parkinson et ensuite, au bout de 5 ans, de la maladie à corps de Lévy. Moi, ce que je veux dire, c'est que la vie peut rester très agréable jusqu'au moment où il faut se décider à concevoir qu'on ne peut plus supporter effectivement l'accompagnement. Et donc là, ça nécessite d'être aidé. Et on ne s'improvise pas aidant.
Et donc, moi qui suis nouveau président dans Lyon, je me fais un point d'honneur à aller à tous les ciné-débats du département, voir 2 films alternativement, Mon vieux de Elie Semoun et Tendre mémoire. Et là, c'est typiquement, ces 2 films montrent ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'aidant. Et il est indispensable, donc pour un aidant, et c'est ce que nous offrons dans nos associations, en tout cas nous dans Lyon, des formations pour les aidants, pour exactement faire ce qu'on doit faire par rapport à la personne malade. On doit rester actif en couple et donc ne pas rompre avec la vie sociale, parce que ça, c'est se renfermer sur soi-même et c'est vraiment là où les choses sont très, très difficiles à vivre. Par ailleurs, donc, il est important pour l'aidant d'aller dans un groupe de parole, comme nos associations le proposent, de façon à échanger avec d'autres personnes donc de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc vraiment, je recommande à ceux qui sont confrontés à des aidants de les inviter à suivre une formation pour bien appréhender ce temps difficile. Et le plus difficile, comme je l'ai dit, c'est de voir un psychologue ou un psychiatre plusieurs mois avant le moment où il faut se décider à la séparation. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a une question, Madame, Président, vous vouliez dire quelques mots? 30 secondes. 30 secondes, simplement. Rachel, vous avez parlé du reste à charge français. Quel est le reste à charge québécois? 15 $. Ça fait 10 €. Merci pour cette précision, Rachel. Madame, on vous écoute. Oui, Et il y a une question là-bas, s'il vous plaît, également. Je voulais juste... je suis formatrice dans le secteur sanitaire et social et j'interviens énormément auprès des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Et je tenais quand même à préciser qu'on parle énormément des infirmières, des aides-soignantes à domicile, qu'elles sont en grande difficulté justement parce que avec les aidants, parce que c'est compliqué pour elles, il y a un trio qui devrait se faire qui est un petit peu compliqué, et qu'elles sont beaucoup formées et très peu reconnues à domicile. Je vous remercie pour ce rappel. Effectivement, vous savez, je l'avais en tête. Je voulais... Laurence Daramont, oui, première présidente de France Alzheimer. Absolument. Voilà. Et donc, d'abord, je voulais préciser que le mot de maladie, nous l'avons prononcé dès 1985, que j'ai vu plusieurs ministres de la Santé à l'époque et que je leur disais c'est une maladie. Ce n'est pas la démence, et la démence sénile en particulier, c'est une maladie. Bon, ceci étant, je voulais, autre question, comment vous formez vos baluchonneurs? Merci. Alors, vous l'avez peut-être dit, mais j'ai pas... Non, j'ai pas eu le temps de le dire. Ah ben. Les baluchonneurs en France sont des salariés des services d'aide à domicile, puisqu'il n'y avait que des services d'aide à domicile retenus dans l'expérimentation. Ça changera en 2025. Donc, en tant que salariés de l'aide à domicile, ils étaient principalement auxiliaires de vie. À peu près 50% des baluchonneurs sont auxiliaires de vie, avec une moyenne d'expérience professionnelle de 17 ans dans l'aide à domicile ou dans les soins, parce que les autres baluchonneurs, principalement des femmes évidemment, mais quelques hommes, sont aides-soignants ou infirmiers, souvent à la retraite, retraite de la fonction publique notamment, et ayant choisi de se réinvestir dans les fonctions de baluchonneurs. Donc ils ont, je voulais vous le dire, ce socle de base, 17 ans d'expérience, c'est souvent les meilleurs éléments des services qui deviennent baluchonneurs. Et puis nous, on les forme au baluchonnage sur une durée de 3 jours initialement, et ensuite des formations continues plusieurs fois dans l'année, avec Baluchon France, parce qu'on est reconnu organisme de formation. Mais moi, je ne leur apprends absolument pas l'accompagnement des personnes malades, je ne leur apprends absolument pas l'accompagnement à domicile, ils savent faire mieux que moi. Ce qu'on leur apporte, c'est ce complément de responsabilité et d'autonomie que nécessite le baluchonnage, parce qu'on forme les baluchonneurs à n'avoir pas besoin de l'aidant après le départ de celui-ci. C'est-à-dire que le premier jour du baluchonnage, l'aidant, l'aidé et le baluchonneur passent 3 heures ensemble,
à parler, découvrir l'organisation du frigo, peaufiner l'organisation de la maison, les draps de rechange, les serviettes qui vont bien, etc. Et puis surtout, on cherche à ce que ça clique. Et l'aidant ne s'en va que quand ça a cliqué entre baluchonneur et aidé. S'il a besoin, on prolongera cette période de transition, mais on forme nos baluchonneurs à ne pas avoir besoin d'appeler l'aidant le premier soir pour dire « je me souviens plus, il a besoin de la lampe de chevet, il n'a pas besoin de la lampe de chevet, je fais quoi ?» Le baluchonneur, il sait qu'il doit aller chercher toutes ces informations-là en préparation du baluchonnage. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais on a une préparation très minutieuse du baluchonnage qui fait qu'on n'a pas besoin d'appeler l'aidant. Si vous voulez ne pas avoir de nouvelles pendant plusieurs jours, on va pouvoir respecter ce choix. En revanche, si l'aidant souhaite appeler tous les soirs, y compris pour parler à son proche, et que ça ne perturbe pas ce proche, on va pouvoir le faire aussi. Et puis la partie que je n'ai pas expliquée dans le baluchonnage, c'est que non seulement on accompagne la personne aidée pour permettre à l'aidant de se reposer, mais au cours de la préparation du baluchonnage, on demande plusieurs fois à l'aidant « Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Qu'est-ce qui vous amène à avoir besoin de ce temps pour vous ? Qu'est-ce qui, dans le quotidien, vous pèse le plus ?» Et on va faire attention à ces points de complexité qui sont nommés par l'aidant pour dire « Je chausse ces souliers et moi, je vais regarder comment je peux comprendre que ce soit devenu difficile. » Donc, il y a peut-être un regard extérieur qui va pouvoir être apporté par le baluchonneur, qui va rédiger un journal d'accompagnement où évidemment il raconte jour après jour ce qui se passe à la maison, principalement non pas le menu et le nombre de sels, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais sauf si c'est une question, mais les émotions, les conversations, ce qui a égayé, ce qui a attristé, on raconte dans le journal d'accompagnement. Et dans ce journal d'accompagnement, il y a aussi « Vous m'avez dit que ce moment-là de la journée est systématiquement difficile pour vous. Ça s'est produit ou ça s'est pas produit pendant le baluchonnage. En fonction des jours, j'ai observé que ceci ou que cela. Je vous suggère de faire appel à un tel, regarder de ce côté-là. J'ai tenté comme ça et il m'a semblé que c'était pertinent. On en reparle. » Voilà. Donc c'est accompagnement de l'aidant en plus du répit sur le moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Guy Bacou, président de France Alzheimer Savoie. Je vais vous raconter ce qu'on a fait en Savoie dans le domaine. Donc, notre association a la particularité de gérer 3 accueils de jour et une plateforme de répit qui a maintenant une vocation départementale. En 2016-2017, pour bien utiliser les crédits que nous concédait l'ARS, sur la plateforme, on a mis en place une solution de répit à domicile, inspirée du baluchonnage que j'ai découvert à cette occasion, beaucoup plus modestement, puisqu'on a créé une équipe de professionnels avec des infirmières, des aides-soignantes formées pour ça, qui faisait du répit à domicile dans la limite d'une demi-journée, en complément des autres intervenants, un peu comme vous le faites, et se poser la question du prix. Donc on a voté avec le conseil d'administration un reste à charge de 4 € par demi-journée, à charge des familles, le reste étant pris en charge par l'association. Depuis, la plateforme qui était réduite sur son territoire, simplement au bassin chambérien et une partie de la montagne avoisinante, il y a eu un appel à projet, on a répondu à une plateforme sur tout le département, mais aussi une vocation élargie, une mission élargie, puisqu'on n'est plus destiné à venir en aide aux aidants des personnes malades d'une maladie neurodégénérative, pas seulement Alzheimer d'ailleurs, dans le format précédent, mais de toutes les personnes âgées en perte d'autonomie, ce qui est un autre pari, un autre challenge. Et ce faisant, on a voulu reprendre cette démarche de répit à domicile. Donc on a passé convention avec une association qui s'appelle Bulle d'Air, que vous connaissez peut-être, mise en place par la MSA, sur les départements rhône-alpins et à l'origine sur la Savoie, parce qu'eux, justement, pouvaient avoir des temps d'intervention plus longs que nous, des nuits et des périodes plus longues. Et là, à ma grande surprise, on s'est fait reprocher par l'ARS, notre interlocutrice de l'ARS, d'utiliser l'argent de la plateforme pour ce type de solution. Donc on a un peu entré en conflit là-dessus. Bon, le conseil d'administration a voté quand même une expérimentation. On continue à faire du répit à domicile en convention avec Bulle d'Air, mais de façon plus réduite, avec des critères qu'on a définis sur l'ensemble du département. Donc c'est un combat qui n'est pas gagné. Et pourtant, on est convaincu de son utilité. Merci. Merci pour ce témoignage. Il y a un service de baluchonnage qui s'appelle Aide-Adom 73 dans votre département. Et pour répondre au monsieur de Lyon, Lyon fait partie des départements qui ont abandonné faute de financement, mais qui auraient bien voulu se lancer dans le baluchonnage. Donc, je sens en vous une énergie pour porter le baluchonnage. Écoutez, c'est une très belle conclusion, Rachel Petitpré. Merci beaucoup. On vous applaudit, ainsi que Jacqueline Lachaud, bien évidemment.